il devait être là, il s'en excuse, il avait un impératif. Donc il a dit qu'il viendrait ultérieurement sur Avignon. Voilà. D'accord, ben on attend. On lui fera part de votre mécontentement. À la place, vous aurez donc Azelma Sigo, là, sur ma gauche. Priscilla Ludowski, pour les gilets jaunes. Azelma Sigo, c'est gilets jaunes et gilets verts. Et Mélanie, voilà. Donc je vous laisse en leur charmante compagnie. À bientôt. Alors aujourd'hui, on va expérimenter un format un peu différent. Ça va être un fishbowl. Un fishbowl, c'est là vous voyez, il y a 3 chaises. Il va toujours y en avoir une qui va rester vide, et les 2 autres, vous allez pouvoir venir vous asseoir. Et en fait, à un moment donné, quand vous en avez envie, quand il y a quelque chose qui est dit et qui fait tilt pour vous, ou vous pensez que vous avez envie de poser une question, et ben vous venez vous asseoir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de mobilité réduite, vous me faites signe et je viendrai vous passer le micro directement. Ouais. Là, vous avez des escaliers juste là. Voilà. Donc moi, je m'appelle Léna. On va être ensemble pendant 1h30. Et donc l'idée, c'est voilà, convergence, gilet jaune, gilet vert. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc là, on a des représentants de régions parisiennes, de la Haute-Loire et de PACA. Et une fois qu'on a dit ça, vraiment, l'idée, c'est pas de s'auto-congratuler, mais c'est comment est-ce qu'on va avancer, et au niveau national, peut-être international, à voir avec vos interventions, et surtout, quels sont les prochains petits pas pour les gilets jaunes et verts de PACA, d'Avignon et du Grand Sud. Donc je laisse tout de suite la parole à nos intervenantes. Et voilà, donc c'est féminin, mais ça ne restera pas, puisque messieurs, mesdames, vous êtes invités à monter sur scène. Donc bonjour à tous, on m'entend ? Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Azelma Sigo, donc je suis auteure de romans de science-fiction qui alertent sur des sujets de société. Je suis parisienne de base et puis je me suis installée en Haute-Loire, et en fait j'ai toujours été touchée par les injustices quelles qu'elles soient. J'ai toujours été plutôt écolo, anarchiste, enfin énormément de choses, en fait plein d'étiquettes. Mais pour moi tout est lié, puisque l'ennemi commun pour moi c'est la finance. Et donc quand le mouvement des Gilets jaunes a débuté, c'était évident de le rejoindre. Donc les écolos me disaient du mal des gilets jaunes en disant voilà, ils manifestent contre la taxe carbone, donc ils sont pas du tout écolos. Et de l'autre côté, les gilets jaunes qui me disaient les écolos ils sont soit trop pacifistes, soit trop mous, soit ils luttent pour leurs propres intérêts. Enfin voilà. Et très très vite, ça m'a choquée en fait, parce que on devrait tous être unis pour la même cause. Et voilà, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui à parler, c'est que je suis gilet jaune, gilet vert, et encore, même ces mots-là, je ne les aime pas trop, parce que ça me fait penser au début du mouvement où je voyais les couleurs de l'arc-en-ciel défiler, les gilets violets, les gilets roses, enfin, on n'a pas besoin de ça pour moi. Donc ça a débuté comme ça, mais je pense que là, ça fait 1 an qu'on lutte ensemble, et c'est le moment de faire tomber les clivages internes. Ça nous ralentit, ça nous fait perdre du temps et de l'énergie, et maintenant, il faut qu'on se batte tous contre le libéralisme et contre le gouvernement, à travers des actions citoyennes, à travers des blocages, des manifestations. Il y a énormément d'idées qui émergent, et je pense qu'il faut renouveler ces moments, ces journées comme celle-ci, pour justement partager des idées, débattre et trouver des solutions ensemble. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mélanie. Je suis une des membres fondateurs et fondatrices d'ALV COP21 Avignon. Mais mon parcours s'est fait petit à petit. En fait, je suis écolo. J'ai changé de manière assez radicale ma façon de consommer du jour au lendemain, en devenant végétarienne, en prenant le vélo le plus possible. Voilà.
Et puis, il y a eu le début du mouvement des Gilets jaunes et je me suis dit, chouette, c'est vraiment une bouffée d'air frais et ça a été un espoir vers un lendemain. Et de là, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je n'ai jamais pu manifester, mais j'ai essayé de structurer des assemblées citoyennes dans mon quartier pour promouvoir des initiatives citoyennes pour la transition écologique. Et après, pour répondre à l'appel national Décrochons Macron, je me suis dit, bon, faut passer à la vitesse supérieure et là, par le biais de plein de belles rencontres, j'ai vu qu'on pouvait tous ensemble, main dans la main, pouvoir faire avancer les choses. Et quand j'ai vu que les Gilets jaunes, je suis sympathisante Gilets jaunes évidemment, qu'ils organisaient l'université citoyenne, je me suis dit, bon, c'est une opportunité de pouvoir converger tous ensemble, essayer de montrer d'autres alternatives pour la consommation. Et je pense aussi qu'il faut se battre à tous les niveaux, que ce soit pour les municipales, pour tout, pour essayer de reprendre notre vie citoyenne en main. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Il y a un très beau public, il y a de très belles personnes, de belles énergies. Et voilà, j'attends la suite avec impatience et j'espère que ça structurera nos forces, vraiment et sincèrement. Merci. Bonjour, heureux, Priscilla Ludowski. Je suis entré par la porte de l'écologie puisque moi je parlais de la taxe carbone quand j'ai lancé ma pétition l'année dernière. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et il y a une chaise s'il veut s'exprimer. Alors oui, non, mais tu fais bien de rappeler. Attends. Donc je rappelle qu'il y a 3 chaises vides, c'est pour que vous veniez, en fait, que vous montiez et que vous puissiez directement participer au débat, poser des discussions. Allez-y. Toujours une chaise vide, ceci dit. Sauf que je parlais au chien en fait. Oui, donc je suis rentré par cette porte-là et je pense que là où le gouvernement a vu que c'était assez dangereux de se rendre compte qu'on était tous concernés par les sujets qui touchent l'écologie, parce qu'on n'a pas attendu qu'on nous dise qu'il y avait une urgence climatique pour avoir à chacun à son niveau, avec ses possibilités, avec ses contraintes, une sensibilité qui faisait qu'on avait peut-être une manière de consommer un peu différente de certainement il y a quelques années. Et donc en fait, moi quand j'ai traversé un petit peu la France pour aller manifester à droite à gauche ou participer à des conférences, en discutant avec les uns et les autres au sein du mouvement, je me suis rendu compte que de toute façon, à tout niveau, il y avait la volonté de soit consommer différemment, soit acheter des produits qui étaient un peu plus sains, soit pour la santé, soit pour l'alimentaire. Et en fait, finalement, le gouvernement qui fait mine de nous accompagner dans la transition, en fait, on se rend compte qu'on était déjà dans cette transition personnellement à différents niveaux. Et je pense que quand j'ai lancé ma pétition avec tous les députés que je rencontrais, arrêtez pas de me dire mais vous êtes anti-écolo, vous voulez pas de la taxe carbone parce que vous voulez pas financer la transition écologique, c'était une manière pour montrer aux gens qui regardaient la télé que j'étais anti-écolo, que je me fichais de la préservation de l'environnement, que j'avais pas conscience de l'urgence climatique, alors que quand on lisait la pétition, et là c'est là qu'on se rend compte qu'il l'avait pas lu, et qui s'en fichait complètement, que c'était pas du tout ça le but. Le but c'était de dire surtout vous nous faites payer une taxe en nous faisant croire que ça finance la transition, en fait ça finance pas du tout la transition. Donc au lieu de faire croire aux gens que j'étais anti-écolo, admettez que vous avez financé le CICE, admettez que vous faites n'importe quoi avec nos taxes. Voilà, c'était plutôt ça le truc. Donc pour moi le fait qu'ils aient enchaîné les uns après les autres et qu'ils m'aient tout de suite opposé aux écolos, c'est qu'ils voyaient un danger. Et pour moi, le danger qu'ils voyaient là-dedans, c'était de se dire mince, si jamais les gens se rendent compte que on leur fait payer des taxes, qu'on s'en sert pas pour faire ce qu'il faut, qu'on s'en sert pour autre chose. S'ils se rendent compte qu'en réalité on dit qu'on veut accompagner les gens dans la transition mais qu'en fait c'est pas du tout le cas, on veut juste engraisser nos caisses. S'ils se rendent compte qu'ils peuvent travailler ensemble et qu'ils font le nombre, on est dans la merde. Donc tout de suite, ils ont avancé ces arguments-là pour pas qu'on travaille ensemble. Sauf que finalement, sur le terrain, le contraire a été démontré, puisque on se rendait compte que sur les actions Gilets jaunes d'un côté et sur les actions des mouvements écolos, c'était les mêmes cibles. Amazon, pour n'en citer qu'un, Total, et voilà. Et finalement, c'est pas un hasard. C'est les plus gros pollueurs et c'est ceux qu'on exonère le plus, c'est ceux qui ont les plus gros avantages, c'est ceux qui rendent les gens malades en déversant des produits toxiques dans les fleuves, dans les terres et compagnie. Et au final, c'est ceux qui foutent la merde. C'est ceux qui représentent le capitalisme. Et en fait, on était tous sur les mêmes cibles sans travailler ensemble au départ. Et donc là, quand on a commencé à se reconnaître les uns les autres sur les cibles, on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on travaille ensemble.
Et c'est tout naturellement, je pense que les liens se sont faits, que les prises de contact ont eu lieu. Bon, moi je connaissais pas ANV COP21 PACA, mais je travaillais sur certaines actions avec ANV COP21 Paris. Et du coup, ça a été tout naturel en fait, parce qu'on était déjà sur les mêmes cibles. Donc au final, on se bat tous contre les mêmes sociétés. C'est juste qu'on ne voulait pas certainement qu'on se rende compte qu'on se battait contre la même chose. Et je pense qu'on participe tous d'une manière ou d'une autre à l'éveil des consciences sur ces sujets-là, et qu'on devrait continuer parce qu'on leur fait peur. On a bien vu samedi 21 qu'ils nous ont de suite démonté le cortège et qu'ils nous ont empêchés de converger, parce que justement ils veulent pas qu'on fasse le nombre, ils veulent pas qu'on travaille ensemble, ils veulent pas qu'on converge ensemble. Et parce que ça leur fait peur certainement. Et surtout de vouloir mettre l'écologie, de vouloir faire de l'écologie un sujet à part, c'est une grosse erreur parce que ça nous fait regarder l'autre avec un œil complètement critique, alors qu'on est précisément concernés tous par tout ça et chacun à notre niveau. Donc en fait ça devrait être un sujet présent à tous les niveaux, que ce soit l'éducation, que ce soit le logement, que ce soit l'agroalimentaire et tous les autres sujets. Il y a de l'écologie à tout niveau. Mais de les mettre à part, de faire en sorte que de faire croire aux gens que c'est un sujet complètement qui est loin de nous, qui n'a rien à voir avec nous, et que finalement on va taxer ce truc-là, on va vous faire croire qu'on le finance, mais en fin de compte on finance rien du tout, on remplit nos poches. C'est un moyen de nous faire critiquer l'autre facilement. Sauf que quand on est connecté, quand on discute et quand on échange, mais là on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et ça aussi ça les dérange, c'est le fait qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler, qu'on puisse se connecter. C'est pour ça qu'ils nous brouillent sur nos Facebook, c'est pour ça qu'ils nous empêchent d'échanger les uns avec les autres, ils empêchent ce type de rencontres. Ils empêchent les gens de manifester pour pas qu'à l'extérieur les gens se disent ah tiens il y a quand même quelque chose qui se passe, les mouvements écolos sont là, les mouvements les gilets jaunes sont là, on a d'autres collectifs qui sont présents, et si les gens voyaient ça d'un bon œil, ils sortiraient dans les rues. Mais le but c'est qu'ils ne le fassent pas, donc forcément ils communiquent à fond contre ça, et c'est une grosse guerre pour moi de communication tous les jours, depuis le début du mouvement. Chaque semaine on nous colle des étiquettes, et si on nous traite, alors on nous a traité de tout, on n'a pas encore eu extraterrestre, mais peut-être que ça va venir, on a eu toutes sortes d'étiquettes, on a tout eu. Pour moi, plus ils nous collent d'étiquettes, plus on leur fait peur, plus on est dangereux, plus on les dérange, et plus on devrait continuer. Bravo. Bravo. Alors moi je suis à 100% d'accord avec Priscilla. Moi je viens de Marseille, je suis gilet jaune, mais moi aussi je suis écologique depuis plus longtemps, mais par contre je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, c'est ce qui m'a fait monter sur l'estrade. Moi je suis écologiste depuis longtemps parce que je me bats pour des services publics. Notamment je viens d'Aubagne où par exemple on a réussi avec l'ancienne municipalité à mettre les transports publics gratuits. Et là par contre où je suis pas d'accord, après chacun fait comme il veut individuellement. Moi j'ai mon comportement, je vis ma vie comme je veux, j'essaye effectivement d'être conforme à mes engagements idéologiques et écologistes, mais je suis pas d'accord pour qu'on responsabilise les gens. Parce que quand on dit qu'il faut que vous consommiez mieux, c'est pas facile quand on a le RSA. Et sur les ronds-points des gilets jaunes, j'en ai vu énormément des gens qui avaient du mal et qui pouvaient pas. Je veux dire, c'est vrai que les AMAP, la première AMAP en France, elle a été créée par attaque au bagne. Mais les AMAP, pas tout le monde a ni la disponibilité d'esprit, ni le temps, ni les moyens. Et moi je dis que si on responsabilise les gens en disant mais toi t'es pas écolo, etc., on va, et je pense que c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement, ils essayent de nous diviser. Donc en fait, s'il y a des problèmes de transition écologique, les seuls responsables c'est le gouvernement. Et moi je suis d'accord avec ANV COP21 par exemple, pour aller faire des actions devant Total, devant les grandes industries polluantes, mais je suis pas d'accord pour dire aux gilets jaunes qui sont sur le coin, oui mais si tu prenais un peu moins ta voiture, sachant que au fur et à mesure qu'on ferme les hôpitaux et les maternités de proximité, ou qu'on ferme des écoles, le gilet jaune qui habite dans les zones rurales, il n'a pas le choix, c'est son seule façon de vivre. Ou alors il fait quoi? Il vit comme un clopard chez lui, et ça on ne peut pas demander aux gens. Donc moi je dis il faut vraiment qu'on ait un discours pour cibler les vrais responsables. Les vrais responsables, c'est les grandes industries, c'est le capital financier. Nous par exemple on a lancé des actions devant les permanences des députés de l'AREM qui ont voté le CETA. On ne peut pas dire aux gens soyez écolo et en même temps voter le CETA qui va organiser, je ne vais pas vous faire un grand discours, etc. Donc moi je crois qu'il faut qu'on cible le personnel politique, et d'autant plus que nous réclamons une démocratie directe. Les députés ils sont là pour nous représenter, pour porter notre parole. On n'est pas dans le cadre d'une délégation de pouvoir. Enfin eux ils l'ont pris comme ça, ils sont élus avec 20% mais ils font ce qu'ils veulent. Et moi je crois que c'est ça, il faut cibler le politique, mais il ne faut pas responsabiliser les gens, en tout cas pas tout de suite. Quand les gens ils auront les moyens parce qu'on leur aura donné des salaires et une vie décente, à ce moment-là peut-être qu'il faudra les responsabiliser.
Alors on a une réaction d'Azelma qui est ici. Merci beaucoup madame d'être venue. Et donc n'hésitez pas à faire comme elle et à venir prendre part au débat. Oui, donc madame, on s'est vu tout à l'heure, en plus on va avoir la même conversation, je suis désolée. En effet, on n'est pas là pour se culpabiliser, au contraire, il faut qu'on se déculpabilise. En effet, les vrais, ceux qui ont le pouvoir, on sait où ils sont. Et par contre, nous, comme je le disais tout à l'heure, les pauvres, finalement, sans le vouloir ou par défaut, en tout cas, on est les moins gros pollueurs, puisqu'on change de voiture une fois tous les 20 ans, on prend pas l'avion, je veux dire... Donc de base, on pollue beaucoup moins. Après, ça n'empêche pas. On peut évidemment faire pression sur les politiques, et il faut le faire, pour obtenir des lois, parce que c'est ça qui fera changer les choses. Mais ça n'empêche pas, nous, de boycotter certaines choses, et finalement, ça nous fera faire des économies. Donc on est quand même... faut pas avoir ou tout blanc ou tout noir. Je pense qu'on peut faire deux choses à la fois, et on peut pas tout reporter non plus sur les autres, bien qu'évidemment, on est au courant que les gros industriels sont les plus gros pollueurs, on le sait. Toutes les trois, vous avez parlé de convergence, que ce soit au niveau des cibles, que ce soit aussi au niveau de moyens à mettre en œuvre. Vous avez parlé de l'éveil des consciences, des municipales à venir et des thématiques comme l'éducation, le logement, l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que comment on peut faire en sorte que cette convergence ait lieu si ces thématiques et si ces cibles sont les mêmes? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous avez fait? Et venez. Comme je le disais tout à l'heure, par le biais de toutes les rencontres qu'on peut faire, parce que quand on commence à militer et à se bouger, parce que je disais tout à l'heure que je n'avais jamais manifesté, j'ai fait les choses à mon échelle, étant une jeune maman, j'ai fait comme j'ai pu, et au fur et à mesure, j'ai eu l'énergie de faire ce que les gens m'ont apporté en fait, et je sais pas après, c'est quoi le sujet? Comment tu vois? Est-ce que tu vois comment les deux, ou comment toi, en tant que gilet jaune, tu vois comment les gilets jaunes t'ont amené à oui, parce que du coup, je parlais des municipales, parce qu'en me renseignant bien, correctement, déjà en coupant la télévision, la radio, et en me renseignant sur le lobbying citoyen, je me suis dit, on a une chance inouïe de pouvoir reprendre notre vie citoyenne en main, et en se renseignant bien, il y a des tonnes de mouvements et de collectifs qui sont nés, il y a la bascule, la belle démocratie, et en se rapprochant de tous ces mouvements et de tous ces collectifs, là, il peut y avoir convergence, et on continue à faire des rencontres, et on continue d'avancer, et on ne lâche rien, et voilà. Moi, je pense que de toute façon, ça se fait avec le temps. Au début, on avait besoin de se mettre des gilets de toutes les couleurs. Petit à petit, on les enlève. Et on le voit de toute façon, même nous, en Haute-Loire, on en a fait l'expérience. Même les syndicats commencent à nous aider, à nous transporter jusqu'à Paris, par exemple. On a eu l'expérience le 21 septembre. Et pour les mouvements écologiques, les associations, ça y est, on commence à pouvoir discuter. Avant, c'était hors de question. Les urgentistes nous ont accueillis jeudi dernier pour une manifestation. Donc on voit que ça évolue. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce qui s'est passé avant, sur les petites querelles d'ego, etc. Et de plus en plus, les gens vont s'ouvrir et vont comprendre que c'est en s'unissant qu'on avancera de toute façon. Pour ce qui est des actions, il y en a une précise qui a été mise en place et elle a son lot de critiques justifiées parce que on peut se méfier de ce que le président va faire après. Mais justement, par rapport à cette idée de convergence, à la fin de l'année dernière, on avait dans un groupe de Gilets jaunes, avant de faire ce sondage, on avait vu François de Rugy, à qui on avait remis tout ce qu'on avait synthétisé, tout ce qu'on avait reçu avec Éric Drouet pour les revendications qui avaient suivi la mise en ligne de ma pétition. Donc il y avait eu un déferlement d'emails. On les a synthétisés, on lui a remis. Et parmi ces revendications, il y avait des sujets qui concernaient la démocratie, l'écologie, la fiscalité, les services publics.
Ensuite, la plateforme du vrai débat qui a eu lieu après a confirmé tout ça. Donc ça a démontré qu'on était quand même dans le vrai, dans ce qu'on dénonçait. Et ça a permis de faire taire un peu tous ceux qui disaient qu'on était flou dans nos revendications, qu'on avait des propositions pas abouties, etc. Sauf qu'entre-temps, on avait fait un sondage pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du RIC, ce qu'ils pensaient de créer une assemblée citoyenne qui traiterait de toutes les grosses mesures phares du moment. Et finalement, courant janvier, donc il y a les personnes de la vie démocratique, des personnes de la vie écolo, des Gilets jaunes qui se sont réunis en un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens et dont je fais partie, qui a demandé via une lettre ouverte au président de créer cette assemblée citoyenne. À défaut, on l'aurait fait nous-mêmes, mais ça aurait donc nécessité qu'on soulève des fonds énormes pour la créer. On était prêts à le faire, vraiment. Sauf qu'on attendait les annonces. Et lorsque les annonces sont sorties, finalement, le président a répondu partiellement à ça. Nous, on avait demandé à ce que cette assemblée traite de fiscalité, d'écologie et de démocratie. Il a répondu seulement sur le volet écologique, ce qui n'a pas plu à beaucoup, parce que se sont dit c'est encore un moyen de reculer pour mieux sauter, puisqu'il y a une certaine inaction au niveau du gouvernement face à son engagement étant à la tête du climat pour la France. C'était pour beaucoup un moyen de reculer pour mieux sauter, une sorte de deuxième grand débat. Sauf que ce qu'on essaie de faire avec ce collectif, c'est de dire ok, on a demandé quelque chose, on nous l'a attribué partiellement. Maintenant, c'est à nous de mettre la pression supplémentaire, non pas en abandonnant ce qui se fait dans les rues. Au contraire, je pense qu'il faut intensifier et continuer à converger avec les différents mouvements qui ont lieu. Il y a beaucoup de grèves des jeunes du climat qui s'étend sur l'international. Il y a des mouvements du climat en France qui ont prévu pas mal de choses et des actions de désobéissance civile à droite à gauche. Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui a des manifs prévus et des actions un peu partout en France. Et je pense qu'il faut continuer à mettre la pression pour que cette assemblée citoyenne qui a été créée, qui s'appelle Convention citoyenne pour le climat, ils l'ont baptisé comme ça. Premièrement, jamais on a entendu dans les médias, les médias traditionnels et de la bouche du gouvernement que ça avait été initié par les citoyens. Je pense que déjà, si les gens étaient au courant de ça, ils auraient peut-être un petit peu plus d'espoir en se disant on n'est pas dans la rue pour rien. On a demandé quelque chose depuis décembre. Novembre, il l'a ignoré. Janvier, on l'a demandé, il l'a ignoré. En avril, il a accordé partiellement. Et encore, on ne sait pas quels seront les débouchés. Mais c'est un moyen de montrer que collectivement, on s'est assemblés. On s'est réunis pour demander quelque chose ensemble et on a travaillé à ce que ça voit le jour, ça a vu le jour. Là, les citoyens ont été tirés au sort tout ce mois-ci. Et les 6 week-ends prochains du mois d'octobre vont leur permettre de travailler sur des mesures qui viseront à réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre. Ils ne seront pas limités à ça, mais en tout cas, ils vont travailler à ce que ça se fasse. Le vrai challenge, il est sur la fin. C'est-à-dire qu'en janvier, les citoyens tirés au sort qui auront construit des mesures vont proposer 3 choses. Vont proposer à ce que ces mesures aillent soit en partie ou totalement au référendum, au Parlement ou à la réglementation. Et là, le président aura son rôle à jouer en disant « Ok, j'accepte ». S'il n'accepte pas, là, je pense qu'on aura de quoi se mobiliser davantage en disant « Ça fait un moment qu'on dit que vous nous méprisez, ça fait un moment que vous nous collez toutes sortes d'étiquettes, ça fait un moment que vous bombardez tout le monde avec un ministère de l'Intérieur qui est au même niveau que tous les types de sociopathes qu'on a pu voir dans l'histoire. Et on n'a pas de résultat, on n'a pas de réponse politique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en janvier quand ces citoyens qui auront pris sur leur temps, qui auront donné de l'énergie pour travailler sur ces mesures, est-ce qu'on va tenir compte de ce qu'ils vont pondre, entre guillemets, c'est pas péjoratif, ou est-ce qu'il va les envoyer balader? Et c'est là que nous, en tant que collectif des Gilets citoyens, on essaye de pousser pour que les lignes rouges qu'on s'était, nous, fixées pour, selon nous, ce qui concernait une assemblée citoyenne correcte et surtout représentative de la société française, aboutissent à un travail concret. Et la balle sera dans le camp du gouvernement d'ici janvier. Et là, je pense que les projecteurs seront braqués sur la France, puisque ça fait un moment que les projecteurs sont braqués sur la France. Il faudrait qu'on continue à ce que ces projecteurs soient braqués sur la France jusqu'à la fin du quinquennat, si jamais il y va. On espère que non. Mais bon, s'il y va, faut pas qu'on le lâche. Faut qu'on soit pire qu'une mouche collée sur une merde, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est un des projets qui a été mis en place par justement le fait de converger. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tous ensemble et qu'on n'est pas de trop pour avoir des idées là-dessus. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interventions? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez envie de secouer un peu les choses? Parce que là, il y a quand même pas mal de sujets qui ont été évoqués, que ce soit la Convention citoyenne, que ce soit les municipales, et que ce soit un certain nombre de sujets super. Oui, bonjour, juste un petit mot. Alors, je suis Vincent Després des Cévennes, Gilets jaunes depuis le 17. Et cette notion de convergence, évidemment, m'intéresse comme m'intéresse beaucoup de gens.
Et je l'aborde par un autre biais. Je considère que les Gilets jaunes sont le lieu de convergence de toutes les luttes. Il ne s'agit pas de demander aux Gilets jaunes de converger vers les infirmières, vers les gars de la RATP, vers les fonctionnaires, vers les retraités. Nous sommes tout ça. Il y a chez les Gilets jaunes des gens de droite, des gens de gauche, des syndiqués, des non-syndiqués, des retraités, des jeunes, des écolos. Nous sommes, les Gilets jaunes, c'est le lieu de convergence. Et c'est pour ça que dans toutes les manifs, quand les Gilets jaunes approchent un autre groupe, ils sont tout de suite intégrés, parce qu'ils sont reconnus. On est reconnus comme des gens qui luttent, si vous voulez, et qui, effectivement, sans sectarisme, puisque c'est ce qu'on explique depuis le début. Donc, voilà, l'idée, moi, que je défends, c'est d'appeler les syndicats, les syndiqués, pas les syndicats, mais les syndiqués, à rejoindre les Gilets jaunes, si tu veux, à lâcher leurs syndicats et à rejoindre les Gilets jaunes, parce que c'est aujourd'hui, ce sont les Gilets jaunes qui luttent. Bonjour, bonsoir. Moi, j'ai juste un petit mot à dire, c'est à mon niveau. C'est au niveau de l'écologie, je pense que c'est aussi le sujet, parce que maintenant, je suis partie, je suis revenue au stand. Simplement, déjà, juste à notre niveau, quand vous allez dans la rue, quand vous marchez dans la rue, quand vous marchez ici, partout où vous marchez, ramassez le petit papier qui est par terre, ramassez le petit plastique et le mettre dans une poubelle. Tout simplement, c'est ce que je fais tous les jours. Et me rapprocher des associations, il y a longtemps que c'est fait. Mais en même temps, à mon niveau, je balaye déjà devant ma porte. Juste ramasser, et déjà notre planète, elle ira un peu mieux. Un peu tous, et ça ira déjà mieux. Tout simplement. Oui, c'est bien de le faire, et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais par contre, tant que c'est produit... Oui, mais c'est un certain fini. En attendant, oui, je veux dire, c'est pas ça qui résoudra le problème. Ça y fait aussi. Oui, ça participe. Ça sera évitera la 7e planète de plastique, là, du 7e continent. Alors du coup, on tourne. Merci. Bonjour à tous. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit. Un mot sur le fait que les Gilets jaunes soient le point de rassemblement de toutes les causes. Je pense que cette guerre, c'est aussi une guerre médiatique. On le sait, au début, il y avait énormément de mobilisation. Et une fois que les médias ont fait le tri, la mobilisation a baissé. Et on sait que les images, c'est ça qui importe. Au début du mouvement, on était vu dans tous les pays du monde. Tout le monde en parlait. Même à l'étranger, ils sentaient que Macron pouvait être destitué. Et avec le tri qu'ils ont fait en nous catégorisant, je sais pas, de racistes, d'antisémites, ils ont réussi à faire peur à beaucoup de gens. Et donc c'est pour ça que je pense que toutes les causes doivent rejoindre le gilet jaune, parce que le gilet jaune c'est le symbole, c'est plus haut, ça se voit partout. C'est tout le monde sur la planète sait que voilà, celui qui met un gilet jaune, c'est qu'il est prêt à faire tomber son gouvernement. Voilà. Il y a eu 23 pays, je crois, dans lesquels il y a eu des manifestations gilets jaunes. C'est important de garder ça parce que c'est un symbole fort. Et dans les médias, ça veut dire qu'on est prêt à faire une révolution. Donc voilà, je pense que c'est le point de convergence ultime. Alors, moi je vais intervenir rapidement, justement pour le lien entre Gilets jaunes et l'écologie. Il existe une action très concrète qui est portée par Riku. Hein, c'est la petite mascotte qui porte le RIC. Et en fait, en utilisant le RIC, qui est un outil qui va nous permettre de faire du porte-à-porte pour aller sensibiliser donc nos concitoyens, l'idée est d'utiliser ce RIC pour chercher dans notre commune le point chaud, le point qui focalise l'attention, le point un petit peu tendancieux. Donc on commence par un sondage pour déterminer quelle est la question qu'il faut poser aux concitoyens, donc le petit point chaud. On réalise nous-mêmes le référendum. Une fois qu'on a fait déplacer beaucoup de personnes, puisqu'on a forcément posé une question qui captait l'attention, on a toute une liste de gens qui viennent de nous démontrer qu'ils veulent de la démocratie directe, qui veulent s'exprimer eux-mêmes, qui veulent ne plus donner leur voix à un représentant, mais venir donner leur avis. Donc ces gens-là, une fois qu'on a la liste, on va pouvoir les contacter facilement, puisqu'on a leur nom, leurs adresses, et si on sait bien débrouiller leur téléphone ou leur mail. Et ces gens-là, on va leur proposer de se réunir. Et pourquoi faire?
pour ensemble écrire les règles de fonctionnement de notre commune. Comment on veut fonctionner dans notre commune? Est-ce qu'on veut toujours donner ce pouvoir à un homme seul qui a un programme et qui a une équipe municipale sous ses ordres et qui pendant 6 ans va décider pour nous tous quel est le destin de la commune complète? Ou bien est-ce qu'on veut proposer des commissions qui vont travailler ensemble et qui vont décider ensemble et qui va nommer un représentant qui va appliquer ce que la commission a décidé? Donc on va, une fois qu'on a trouvé ces personnes grâce au RIC, on va proposer des ateliers constituants pour écrire nous-mêmes la constitution communale. Et puis, de mois en mois, on va proposer une liste qui va se présenter au municipal 2020. Et donc, on a 2 chances. Soit la chance de gagner, comme ils l'ont fait à Saillant. Je vous rappelle, en 2014, la commune de Saillant a gagné la municipalité. Et ils sont partis avec un problème lié avec un supermarché. Donc, nous, si dans nos communes, on trouve le petit problème qui focalise l'attention des gens, grâce à ce problème, on se met ensemble pour écrire les règles. Et si cette liste, elle ne gagne pas, elle va quand même peser. Elle va peser dans le débat, puisqu'elle va avoir aussi une visibilité. On pourra négocier aussi plus de démocratie vis-à-vis de la liste qui va gagner. Et puis surtout, pourquoi on gagnerait une mairie? Pourquoi faire? Eh ben justement pour mettre de la résilience dans nos communes. Pour qu'on s'attaque à des sujets concrets. Comment on se nourrit dans nos communes en cas de pénurie alimentaire. Imaginez que on a vu avec les gilets jaunes, il suffisait de bloquer les routes pendant 2-3 jours que les camions livrent pas les supermarchés, et on voyait déjà que ça commençait la nourriture à manquer. Qu'est-ce qui se passe si on a une flambée du prix du pétrole, que voilà, les magasins ne sont plus alimentés? Comment on fait pour se nourrir? Eh ben ça, c'est à nous les citoyens de prendre ça en charge, et pour ça, il faut gagner les municipales afin qu'on mette en place des budgets pour faire des jardins partagés, qu'on mette des budgets pour qu'on produise aussi notre énergie dans notre commune, à savoir du photovoltaïque ou de l'éolien. Et pour ça, il faut qu'on prenne notre pouvoir. Et rappelez-vous, en France, le pouvoir, il est aux citoyens. C'est dans la Constitution, article 3. Le pouvoir est aux citoyens. Donc exercez-le, arrêtez de le donner à des représentants. Mais bon, entre nous, si vous êtes ici, c'est que vous l'avez déjà compris. Hein. Merci. Et tout ça, donc vous pouvez venir sur un des stands ici où vous aurez la procédure complète pour gagner ce challenge des municipales 2020. Juste pour dire un mot par rapport au municipal, effectivement c'est un énorme enjeu. Là, vous nous avez parlé d'un outil, donc super. J'espère que le plus possible vont s'en saisir. Il y a aussi le pacte pour la transition qui existe. Il y a des listes citoyennes qui sont montées par, la belle démocratie aide le partage d'expériences entre listes citoyennes. Comment est-ce qu'on monte un projet de liste municipale? Comment est-ce que on se fait pas récupérer par un parti qui au final ne va pas nourrir nos ambitions, etc. Comment est-ce qu'on ne s'écharpe pas autour de la tête de liste? Tout ça, c'est des questions qui se posent et qui, j'espère, se poseront pour vous. Donc, c'était juste pour compléter sur les municipales. Bonjour. Oui, je voulais intervenir au sujet. Enfin, c'était la convergence jaune-vert, mais je vois que on sort malgré tout parfois du sujet et uniquement des verts. Et je voulais indiquer, bien que ça vienne à contre-courant de ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, parce que évidemment les gilets jaunes devraient être effectivement en l'état et au vu de ce qu'on représente, le lieu de toutes les convergences, mais c'est toujours difficile de demander à des gens qui ont édifié une construction associative, de collectif, etc., d'abandonner leur identité d'une certaine façon, etc. Mais effectivement, c'est une aspiration légitime et qui devient de fait de par la modulation. Mais en attendant le fait que tout le monde approuve que les Gilets jaunes soient le lieu de réunion de toutes les luttes, et évidemment on en serait à peu près tous d'accord ici, il faut penser tout simplement à la configuration de la convergence et on repart du début. Voilà. Donc là, pour la convergence, les convergences, il s'agit aussi pour nous d'écrire, de cadrer, d'écrire une charte de convergence.
pour conditionner d'une certaine façon les adhésions des uns et des autres dans un flux aller-retour entre une organisation tierce et des gilets jaunes, pour dire bon voilà sous quelles conditions, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont très scrupuleux de ne pas être récupérés, de ne pas s'afficher avec un tel, etc. Enfin c'est toutes les problématiques de s'afficher avec un syndicat, nous sommes apolitiques. Enfin il y a toutes ces histoires là qui interviennent dans les débats et même dans les engueulades sur les ronds-points. Donc il faut en parler, hein. On est là entre nous, il faut absolument parler de ces choses-là. Donc une charte serait une réponse pour expliquer aux gilets jaunes et s'expliquer à nous-mêmes sous quelles conditions intervenir et accepter de défiler et sous quelles modalités dire bon voilà on reconnaît un objectif commun avec des ambitions communes avec une organisation tierce. Ensuite autre mobilité, est-ce qu'on participe au communiqué et à la communication de l'événement dont on parle, donc manifestation, rencontre, assemblée, etc. Et ensuite comment on s'organise? Est-ce qu'on fait une co-organisation? Est-ce qu'il y a une logistique commune, etc. Tout ça, ce sont des questions qui découlent d'une convergence, d'un acte de convergence. Ensuite, il y a toutes les credos, voir si effectivement il y a un credo partagé. Donc on peut essayer de parler d'un plus petit dénominateur commun. Donc je crois qu'il y a 4 axes, mais on peut en rajouter, hein, ça dépend. Hein, bon. Donc l'axe de la justice sociale, l'axe de la justice fiscale, l'axe de la justice environnementale, enfin voilà, de la précaution environnementale et tout ce dont on parle, et aussi de la représentation accrue de la citoyenneté. Donc j'entends le RIC, etc. Là-dessous. Donc ces 4 axes seraient à la limite le dénominateur, le plus petit dénominateur commun pour accepter de converger. Il n'y a pas de souci à ce moment-là pour rejoindre telle ou telle organisation tierce. Et après, on s'organise. Et là, donc, il faut l'écrire. Nous, dans notre groupe, on a écrit 2 pages pour cette charte. On se proposera de la partager, etc. Voir si vous vous en accordez, s'il n'y a pas des oublis, etc. Mais c'est pour formaliser cet acte de convergence. Alors j'ai conscience que je suis sorti du cadre uniquement vert, mais ça nous préoccupe tous parce qu'il y a effectivement la Ligue des droits de l'homme, il y a ATTAC, il y a les syndicats et surtout les syndiqués, mais les syndicats en l'occurrence, puisque effectivement là où ça pose plus problème, c'est quand on met un pied sur le territoire politique, c'est-à-dire les partis politiques, etc. Est-ce qu'on va converger, etc. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont allergiques à cette démarche, mais si on écrit, si on fait une communication et qu'on dit on est là à condition de et parce que au moins on se garantit de ne pas avoir l'air d'adhérer ou quoi que ce soit. On est là juste pour ça, comme un FO qui va défiler avec la CGT. Eh ben c'est pas pour ça que les gens de FO vont ressortir CGTistes. Enfin voilà, donc vous incitez peut-être à écrire une charte et puis la partager. Nous, on en a écrit une, on va essayer de la diffuser et voir si cette démarche vous intéresse. Oui, c'est intéressant ce que j'entends. Je rejoins le dire des uns et des autres. Je pense qu'il est important de retrouver notre souveraineté en tant que peuple par les élections municipales. Je trouve que nous pouvons ensemble écrire le programme. Cela veut dire que ce sont les habitants qui peuvent tous ensemble écrire le programme. Ça, j'en suis persuadée, parce que nous avons commencé à Avignon avec un mouvement que l'on appelle Avignon citoyenne et populaire. Nous avons commencé à faire des ateliers de porteurs de parole, où on va dans la ville, dans les quartiers, pour demander aux gens comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils auraient envie de vivre, de mieux vivre, le buen vivir en fait, dans leur quartier. Et ce qu'ils disent, leur histoire est absolument passionnante, et nous sommes persuadés qu'à partir de ce qu'ils disent, un programme peut effectivement s'édifier ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que j'ai entendu d'une dame là tout à l'heure, qui dit « on est fauché, donc étant donné qu'on est fauché, j'ai oublié d'acheter de la malbouffe. » Et là, moi, je reprends. Là aussi, je crois qu'il faut inventer.
Je vois pas pourquoi une municipalité, dans son budget, n'aiderait pas les producteurs locaux, ne les aiderait pas financièrement, de façon à ce qu'ils proposent leur production à des prix corrects que nous pourrions les uns et les autres acheter pour manger correctement. Je crois que ça c'est extrêmement important. La deuxième chose, on pourrait bien sûr, en mangeant bien, boycotter la malbouffe. Juste par rapport à l'écriture de la charte, il me semble que la plateforme La Ligne Jaune aussi est en train de travailler là-dessus. Il y a une version 2 qui va sortir en novembre apparemment. La Ligne Jaune, c'est un site qui a été lancé entre autres par François Boulot, mais il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus. Donc je pense que c'est un outil aussi qui peut être utile. Il y a même des associations écologistes qui se mettent dessus. Il y a énormément d'organisations et de projets là-dessus. Donc je pense que c'est un outil dont il faut se servir. Et ensuite, par rapport à la convergence, je pense que paradoxalement, parce que c'était pas leur but au départ, la répression policière fait que les différents mouvements vont converger parce qu'en fait, même les écolos, ils seront gazés maintenant. Et voilà. Et donc, par la force, on va se comprendre et on va se soutenir. Une petite question qui va être rapide. Moi, je m'adresse à l'écologie puisque ça fait 45 semaines qu'on est sur le front. Et on est là tous les samedis. Bon, le climat, moi j'avais vu le climat principalement le vendredi. Est-ce que dans votre calendrier, je parle en général, dans le calendrier écologique, il est prévu aussi maintenant de rejoindre les Gilets jaunes le samedi? Je vais répondre à cette question en parlant pour Avignon. Alors oui, c'était prévu à la base, mais il se trouve que la convergence qu'il devait y avoir pendant les marches climat n'a pas été faite à cause d'un parti politique qui a voulu reporter la marche et surtout pas marcher avec les gilets jaunes, ce qui a été complètement stupide. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, il faut rentrer dans l'organisation de la marche climat parce qu'il faut que cette marche revienne aux citoyens. C'est comme un gilet jaune. Un gilet jaune, c'est quoi tout au plus? C'est un citoyen qui est en colère et qui a envie de changer de système, qui a envie de consommer mieux, qui a envie de boycotter tous ces lobbies agroalimentaires, pharmaceutiques. Et je vais revenir sur 2-3 petites choses parce que tout à l'heure un monsieur disait que les gilets jaunes étaient apolitiques. À la base, les gilets jaunes ont se revendiqué apartisans. Parce que c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes que personnellement, moi j'ai eu une prise de conscience politique, parce que j'ai jamais voté. Je me suis dit, bon, on est comme des moutons, on essaye de s'en sortir comme on peut. Et ben non, au final, il y a eu un éveil, une prise de conscience sur tous les niveaux. Et en parlant de convergence, je sais pas si le terme est exact, parce que comme je le disais, un gilet jaune, c'est tout au plus, juste un citoyen qui en a marre. Alors, on est un gilet jaune, on sort dans la rue ou pas, on essaye de faire les choses à notre échelle en structurant des assemblées citoyennes. D'ailleurs, au niveau local, grâce au mouvement des Gilets jaunes, sur Avignon, ils ont mis en place une commission extra-communautaire qui invite toutes les associations, et malheureusement, c'est juste les associations, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a, à réfléchir sur différents ateliers concernant la transition écologique, démocratique, fiscale. Donc, on commence tout doucement à faire bouger les choses, mais j'ai l'impression que c'est pas assez et qu'il faut continuer toujours. Et je crois que c'était tout ce que je voulais dire. Enfin, il y avait plusieurs petits points, mais peut-être que toi tu voulais rajouter quelque chose, Priscilla? Non? Non, j'allais juste te dire que parfois dans les cortèges on voit des personnes qui portent des gilets avec leur logo d'association du climat, mais effectivement, et quand on voit que le 16 mars on était 100 000, on n'est pas 100 000 le samedi, donc c'est vrai qu'il manque beaucoup de personnes, effectivement. Mais voilà, j'ai beaucoup entendu ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise compréhension de pourquoi les gilets jaunes étaient dehors et est-ce qu'ils étaient anti-écolo ou quoi que ce soit. Mais je pense que là, c'est à nous, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, de créer leurs propres médias pour informer correctement les gens sur la réalité. Et des médias indépendants
qui sont nés spécifiquement pour ça, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une mauvaise information qui circulait, et effectivement, les gens que j'ai pu rencontrer dans des mouvements écolos, soit étaient tout à fait conscients de la chose, soit ils l'étaient absolument pas. Et je pense qu'effectivement, c'est un gros challenge encore au niveau de la communication que de dire oui, il y a des mesures qui sont qui ont été créées et qui ont vu le jour, mais qui ne tiennent absolument pas compte de la dimension sociale. Et c'est ce qui fait qu'on est dehors. C'est qu'en fait, toutes les mesures qui sont pondues ne tiennent pas compte de la situation des gens, ne tiennent pas compte de la réalité des terrains et sont punitives, alors que c'est eux qui polluent qui polluent beaucoup plus que nous, comme il s'était dit tout à l'heure, et qui ont fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui, sauf qu'ils ne l'assument pas, et que pour financer, et c'est même pas pour financer, parce qu'au final, ils se remplissent les poches avec tout ça, c'est de nous faire croire qu'on est fautif sur toute la ligne et de nous faire payer davantage et toujours plus. Et c'est très punitif. Et c'est ce qui fait qu'ils ont tout de suite opposé les deux discours en nous faisant culpabiliser nous et en montrant aux différents mouvements écolos que on est tout à fait contre ce qu'ils défendent, ce qui est totalement faux. Mais du coup, je pense que là, on a encore un gros challenge au niveau de la com. Mais après 10 mois, je pense que ça va. Le message, il a dû passer maintenant. Faut que maintenant, ils se disent qu'on est là tous pour la même chose et qu'on devrait plus juste être très nombreux quand il y a des mouvements du climat qui organisent des choses, mais qu'on devrait tous être autant tous les samedis, effectivement. Un petit témoignage rapide, là, on me posait la question comment ça se passait, les convergences, et on se demandait pourquoi les Verts n'allaient pas participer systématiquement le samedi avec nous. En tout cas, pour témoigner de ce qui se passe à Nice, par exemple, au début, c'est vrai, il y avait la marche pour le climat au début de l'année, et puis on a obtenu, parce qu'on connaissait des gens effectivement mobilisés pour le climat, qui ont accepté de nous offrir la possibilité d'avoir un stand sur le village du climat qui a lieu sur la place Garibaldi, pour ceux qui connaissent Nice, sur la place Garibaldi le samedi, mais donc les jours où il y avait les manifestations du climat. Donc un stand gilet jaune dès le départ, on a eu ce stand. Et puis la dernière fois, on l'a fait 1, 2, 3 fois, puis la dernière fois, carrément on a eu un coup de fil des gens du climat qui disaient oui, on fait ça, vous venez, voilà, etc. Donc tout se passe bien à Nice sur le village du climat. Bon, après, l'histoire c'est de savoir si les Verts peuvent nous rejoindre les jours où il n'y a pas la marche du climat, mais nous rejoindre tout le temps. Enfin voilà, ça c'est ce qui manque. Voilà. Donc c'est juste un petit témoignage sur ce qui se passe sur Nice, et ça se passe très bien en définitive. Juste, il faut pas confondre vert et écolo. Parce que les verts, ils sont pour le CETA. Voilà. Bon, moi j'ai une question, on va dire, toute bête, comme tout le monde. Oui. Mais on va dire par rapport aux agriculteurs. Je voudrais savoir, vous, en tant qu'écolo, ce que vous en pensez des agriculteurs. Et lesquels d'agriculteurs que vous voyez aussi. Il est agriculteur, monsieur. Et ça y ressemble. Concernant les agriculteurs, c'est une très bonne question, parce que quand je parlais tout à l'heure de changer nos modes de consommation, c'est justement d'aller voir les producteurs locaux qui travaillent en permaculture ou qui travaillent en bio, et c'est pas forcément plus cher que d'aller dans les grandes surfaces et d'acheter. Non ? C'est quoi la question ? Oui. Attends, on l'entend pas. En fait, ma question c'était, on va dire, les petits agriculteurs bio, ce qui est très bien, on va dire. Mais par rapport aux gros agriculteurs, est-ce que, on va dire, par rapport, parce que je sais très bien que, on va dire, vous avez une mauvaise image par rapport à eux. Entre guillemets, on va dire, c'est un peu la guéguerre. Mais on le sait, mais c'est comme tout le monde. En fait, c'est par rapport à ça, je voudrais savoir où ça en est. Est-ce que vous avez discuté avec eux? On va dire des gros agriculteurs, c'est-à-dire c'est les agriculteurs, vous avez compris. On va dire qu'on a compris. Tu parles des agriculteurs qui veulent toujours utiliser glyphosate? Parce que ce ne sont pas des agriculteurs pour moi. Non mais bon, je sais pas, après, il y a différents, je sais pas s'il y a des catégories à faire au sein des agriculteurs. Je pense que déjà on doit les soutenir parce qu'il y en a beaucoup qui se suicident, donc c'est pas une profession facile. Je pense qu'ils ont entre les mains un gros pouvoir, ils s'en rendent pas compte peut-être, parce que je pense qu'ils ont vraiment, avec certaines professions, le pouvoir de bloquer beaucoup de choses pour que au-dessus ils prennent conscience d'un certain nombre de choses.
Et à côté de ça, je pense qu'il y en a qui s'accrochent pas mal à utiliser les pesticides, à utiliser certaines choses qui fait produire pas mal d'aliments et qui pensent que c'est comme ça qu'ils vont y arriver et qu'ils n'utilisent pas, ils y arriveront pas. Mais c'est précisément parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Et je pense que là, le gouvernement aussi se défausse à ce niveau-là et propose pas d'alternative pour que eux aient la possibilité d'utiliser des produits un peu plus sains, pour que nous on mange pas de la merde et qu'on soit pas malade. Est-ce que nous avons des produits sains, on va dire, par rapport à une alternative par rapport à leurs produits, on va dire, de destruction? Alors, étant donné que la terre est empoisonnée un peu partout, je doute qu'on ait totalement des produits sains, mais en tous les cas, on peut faire au mieux, je pense. Et les agriculteurs ce matin encore, ou hier, il y avait une opération escargot chez moi, des agriculteurs, qui étaient contre le décret qui avait été fait dans la ville, qui avait été proposé par le maire, parce que il y avait une volonté de dire on n'utilise pas des pesticides à moins de 150 mètres des habitations, ils étaient contre, et on entend beaucoup ce débat en ce moment. Et je pense qu'effectivement, il y a un gros sujet sur ça, parce que autant nous, en tant qu'habitants, on peut tomber malade et ne pas consommer les bonnes choses, autant de leur côté, on sent qu'il y a un vrai malaise au niveau de la profession. Et je me demande s'il y a déjà eu une sorte de sommet qui traiterait que de ces sujets-là, parce que on a la chance d'avoir des personnes qui de génération en génération se saignent et sont face à des gros industriels et qui se suicident et la profession va très mal. Et je me demande qu'est-ce que le gouvernement fait pour ça. Moi, j'ai pas de réponse, mais effectivement, je me pose la question. Du coup, je pose aussi la question. Alors, comment dire? Je travaille dans une biocoop déjà. Donc, je parle directement avec des producteurs bio. Je sais qu'ils gagnent beaucoup mieux leur vie que les agriculteurs conventionnels, on va dire. Donc, c'est rentable de passer en bio. Après, le problème, c'est que le gouvernement n'aide pas. Il n'y a pas d'aide suffisante, c'est très long de faire une transition. Et les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. Donc eux, ils restent là-dedans parce que ils sont dans un cercle fermé, ils n'ont pas le choix, ils sont dépendants. Parce qu'on leur promet, voilà, les graines ne se reproduisent plus. Enfin, c'est tout un système qui est mis en place pour que les agriculteurs soient dépendants. Ensuite, il y a la FNSEA qui joue très bien son travail de lobby. Donc voilà. Et nous, en Haute-Loire, par exemple, on a deux camps. On a les agriculteurs plutôt jeunes, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des jeunes de l'autre côté, mais qui ont envie de changement et qui ont peur pour leur avenir, etc. Et puis les anciens qui vont rester sur ce qu'on leur a inculqué. Enfin voilà. Il y a deux camps, en gros. Et nous, en tant que Gilets jaunes, on a essayé de s'immiscer dans un rassemblement organisé par la FNSEA en Haute-Loire il n'y a pas très longtemps. Pour justement discuter de tout ça. C'était incroyable, il y avait des stands Total, des stands Crédit Agricole, mais c'était hallucinant. En fait, c'était la pollution de partout. Et c'était le labourage intensif, c'était les grosses machines, c'était incroyable. On a essayé de s'approcher du ministre de l'Agriculture. On s'est fait courser par des CRS pendant 3 heures. Donc on a couru, ils nous suivaient, enfin c'était ridicule. Donc c'est très difficile de rentrer en contact avec ces agriculteurs-là qui sont manipulés. Et ce qu'il faut leur faire prendre conscience, c'est que ce sont les premières victimes. D'ailleurs, la première cause de suicide des agriculteurs aux États-Unis, c'est de boire un verre de glyphosate. Voilà. Oui, je reviens, je suis pas paysanne, mais par contre je mange. Et bien évidemment, il faut qu'au niveau du gouvernement, il y ait des décisions au niveau de la PAC, puisque la PAC, en ce moment, donne de l'argent à ceux qui ont le plus d'hectares. Donc c'est évident que politiquement, il faut changer la donne et permettre aux petits producteurs d'être subventionnés comme il faut et qu'ils puissent vivre correctement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut faire attention quand on parle du bio, d'une agriculture saine, etc. Il faut aussi parler d'un produit équitable. Ça veut dire que le petit producteur ne doit pas être lésé au niveau de son produit, que ce soit celui qui vend ses fèves de café en Afrique ou celui qui produit ses céréales ici ou ses poulets. Il faut qu'il soit payé correctement. Donc, un, de l'équité, et deux, quelque chose de beaucoup plus sain. Bien sûr, dans la grande distribution, il faut bien se dire qu'il y a des marges. Quand on vend un produit, il y a des marges. Et Leclerc, puisque moi je vis à côté d'un Leclerc que je boycotte,
Bah, Leclerc, il se sert hein, quand quelqu'un produit les salades vertes. J'aimerais bien savoir à combien revient la salade pour le paysan. C'est ça qu'il faut qu'on vérifie. Il faut que les prix soient marqués. Si c'est Leclerc qui s'enrichit, ah ben non. Il faut faire nos choix. Je suis désolée, hein, je prends beaucoup la parole, mais ça me tient à cœur. On parlait des AMAP. Je connais aussi l'association qui s'appelle Sauve qui Poule. Elle est là. Eh ben, Sauve qui Poule, tu peux venir expliquer, mais là aussi c'est pareil. Vous avez des petits fermiers qui font des élevages de poules et qui subissent les normes de sécurité, etc., des élevages qui sont de véritables usines. Il faut se battre, bon sang, on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, parce que la dame me demandait si c'est normal qu'il y ait des intervenants. Oui, en fait, c'est le principe du fishbowl. Donc, venez poser vos questions, venez donner des idées. Je ferai un petit récap dans quelques minutes de ce qui se dit. Je me présente rapidement, je m'appelle André Lopez, je coordonne le réseau des AMAP pour le département. Les AMAP sont les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et ce que j'ai entendu là, c'est vrai que nous avons des solutions, mais elles sont très difficiles parce qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique n'est absolument pas soutenue. C'est un vrai problème. Il faut savoir que les producteurs aujourd'hui, en général, vivent très mal de leur travail, ou ceux qui sont des très grosses structures sont hyper endettés, mais c'est aussi le fait de la formation des paysans. Et depuis un siècle, on forme aujourd'hui les paysans à utiliser de la chimie. Et ils sont dans l'incapacité de bouger un tel dispositif. C'est-à-dire que vous retirez la chimie aujourd'hui de la production agricole, ils sont morts. C'est pas plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation, si on a un petit peu un courant de pensée, que localement, nous avons des solutions avec des producteurs locaux. Donc je vous invite à aller plutôt sur les fermes. Alors je ne vais pas la réclamer uniquement pour les circuits courts comme les AMAP, ça demande un engagement de citoyens, mais puisqu'on parle d'engagement, nous manquons aujourd'hui de citoyens, il y a plus de paysans qui sont aujourd'hui en installation, qui cherchent des groupes de consommateurs avertis. Ce mot de consommateur n'est pas très joli d'ailleurs, parce qu'il nous réduit à quelque chose de un consommateur, concitoyen. Et on a toujours le même préfixe qui devient néfaste pour la compréhension. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui s'engagent avec le monde paysan, et c'est un rapprochement très différencié. Pour revenir au collectif que nous avons monté, Sauve qui Poule, il est issu bien sûr de la construction des réseaux des AMAP de cette région, mais ça concerne tous les petits éleveurs fermiers paysans. Quand je dis bio et non bio, mais qui restent en situation de production indépendante et familiale, c'est-à-dire qu'ils prennent le poussin et l'amènent jusqu'à votre assiette, sous forme d'œufs ou de volaille de chair. C'est ceux-là qui sont en train de disparaître. Les normes sécuritaires, les normes sanitaires qu'on leur impose sont les mêmes que les normes sanitaires qu'on impose aux industries. Ils sont dans l'incapacité de s'adapter. C'est aujourd'hui marche ou crève. La question aujourd'hui des modes de production, même en agriculture biologique, sont hyper contrôlés. Mais c'est parce que c'est la volonté de ces producteurs d'abord de travailler correctement. Les produits qui sont issus de l'agriculture biologique sont des produits qui sont sains, même s'il y a des pollutions autour. Le 100%, c'est très difficile à faire compte tenu du contexte. Mais on peut dire qu'un produit qui n'est pas chargé, il sera quand même meilleur pour la nature que celui qui a été automatiquement mis sous le tampon estampillé de produits chimiques. Voilà, donc aujourd'hui le collectif Sauve qui Poule, on demande aujourd'hui aux personnes d'adhérer à ce dispositif. C'est pas l'adhésion qui coûte cher, hein. C'est juste la volonté de mettre en ligne aujourd'hui toutes les personnes qui ont envie que pour se poursuivre une agriculture paysanne près de chez vous. Ces agriculteurs-là, aujourd'hui, qui sont des éleveurs, d'abord ne sont pas très nombreux. Ensuite, ils recherchent le soutien de la population face à l'administration. Et donc, c'est un rempart à la fois technique et politique que nous recherchons. Sans quoi, bien,
si on laisse faire, et nous avons déjà des cas où des producteurs ont littéralement disparu, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur activité, ils ont été obligés d'arrêter leur activité. Après, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à rejoindre le collectif Sauve qui Poule. Il y a un stand ici, à travers le stand des AMAP de Provence, si vous voulez avoir plus d'informations. Mais il faut savoir aujourd'hui que l'élevage fermier est hyper menacé. Il est hyper menacé par les normes qu'on veut appliquer, qui sont les normes des grosses industries qu'on veut appliquer aux petits. Vous avez vu ce que ça a fait depuis, on n'a plus de petits producteurs, parce que les normes, elles doivent pas être les mêmes, et c'est là-dessus qu'on se bagarre. Les normes sanitaires de grandes usines qui manipulent des produits pourris, ça doit pas être les mêmes, bien sûr qu'il y en a dans le bio des normes, sauf qu'ils veulent appliquer la même référence, et c'est pas viable pour les petits. J'ai essayé d'expliquer au préfet l'autre fois que les normes sanitaires à l'hôpital et dans un cabinet médical de ville, c'est pas les mêmes. On n'a pas la même pathologie, on n'a pas le même public. C'est pareil là. Et on veut appliquer la même chose. Tout le monde doit rentrer dans le même cadre. Et le cadre, il est fait pour qui? Pour les industriels. Et c'est là-dessus qu'il faut se bagarrer, parce que franchement, nos producteurs, ils font au mieux. Ils savent qu'il y a des normes sanitaires, ils veulent pas passer à côté, quoi. Mais les leurs, c'est pas les mêmes que les autres, au nom de Dieu, quoi. Je veux dire, quand tu rentres au bloc opératoire, tu passes avec des trucs stériles, tu te laves les mains. Quand tu rentres chez toi et que tu arrives du métro, tu te laves les mains avec l'eau et le savon, ça suffit. Hein, voilà, tu vois, la réflexion, c'est vachement important. Bah, elle réfléchit, elle dit, ah oui, vous avez raison, parce que tu parles sanitaire, et d'un coup, ils sont tous, tu sais, ben oui, c'est important le sanitaire, mais on peut pas appliquer les mêmes règles de partout, quoi. Comme je te dis, le bloc opératoire et toi, ta maison, c'est deux lieux différents. Eh ben là, c'est pareil. Alors, vas-y. Je voulais rajouter un problème de fond. C'est que derrière tout ça, la menace qui est apportée sur l'agriculture biologique en général et sur l'élevage en particulier, nous condamne aujourd'hui à ne plus avoir de choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites disparaître les fermes en agriculture biologique, sur l'élevage en particulier, vous n'aurez plus le choix. Vous aurez de la bio, du conditionnement industriel. Voilà. Juste deux petits points rapides, ça me fait penser, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais avant la bio, c'était le logo AB. En 2008, donc ça fait 11 ans, il y a les gros industriels, notamment Lactalis, qui ont fait pression au niveau européen pour obtenir une charte européenne. Donc c'est là où on a la petite feuille, vous savez, le logo avec la petite feuille là. Et ça c'est depuis 2008, et en fait la charte de qualité pour devenir producteur bio a littéralement baissé en degré d'exigence, voilà. Et depuis 2008, quand on n'a pas d'éthique, si on veut strictement respecter cette charte, on peut donner des antibiotiques à ces animaux, on peut ne pas les sortir régulièrement, enfin, tout est possible, quoi, presque. Donc c'est aussi important de penser aux petits labels Nature et Progrès, Déméter, enfin, il y en a plusieurs comme ça, qu'il faut encourager. Alors, ça nécessite encore des efforts de la part du consommateur, d'aller vérifier sur les étiquettes, mais il n'y a que comme ça qu'on pourra faire face à ces gros lobbies et ces gros industriels. Et dernière petite chose, les AMAP, c'est, je ne connais pas bien, c'est quand on a un panier, c'est ça? Voilà. On fait un contrat. D'accord. C'est un mouvement qui est né en 2001 en France. Il va avoir bientôt 20 ans, hein, puisque là, à Aubagne. Voilà. Une ferme, Daniel Villon, ils n'étaient pas tous en bio à l'époque, ça a posé des problèmes. Ce sont les citoyens en fait qui ont reconsidéré que les paniers AMAP devaient être en bio. Et c'est un mouvement citoyen en tant que mouvement paysan. Les paysans on a rejoint les paysans, parce que c'est un appel des paysans qui, alors, je rappelle le contexte, c'était l'époque de la vache folle. On abandonnait les boucheries, toute la considération autour de l'élevage fermier était reconsidérée, mais l'élevage industriel était complètement inquiété par la disparition de la crainte de la malbouffe. Donc le mouvement est né justement d'un rapport de la société civile avec le monde paysan. Ils sont 2% grosso modo à nourrir aujourd'hui les 98% que nous sommes. Donc la question de l'engagement est importante. Ce qui nous différencie de tous les autres systèmes marchands, c'est que les familles s'engagent auprès des producteurs. Qu'il y a une transparence. On passe un contrat en fait, on achète une part de la récolte. Voilà. Elle est redistribuée une fois par semaine.
sur les produits de base, le maraîchage, ou les œufs, ou les fromages. Le reste, ça peut être contractualisé sur des périodes plus ou moins longues. Mais c'est un contrat qui nous engage. Et donc, le producteur a une vision à long terme de ce qu'est sa production sociétaire. Nous avons des producteurs qui travaillent 100% en AMAP et qui s'en sortent très bien par rapport au contexte actuellement de la production agricole. Vas-y. C'est qu'il y a les AMAP, mais il y a aussi les boutiques tenues par un regroupement de producteurs aussi, où les producteurs tournent. Et ça aussi c'est bien parce que du coup il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement auprès du producteur et en plus on peut leur poser des questions sur leur méthode d'élevage ou voilà quoi, c'est super. Et ça fait du lien et ça aussi ça existe dans beaucoup de villes. Je voudrais bien vous rassurer quand même. Alors moi je fais partie de Follavoine, on s'occupe entre autres beaucoup de l'agriculture parce qu'on est sur les OGM, contre les pesticides et sur la protection des terres fertiles. Entre les cas, je peux vous... Hier on était 2 jours, là on a été invité à l'INRA, un séminaire, il y avait une fille des États-Unis, une Italienne, une Espagnole et des Français, puisque c'était initié par les gens de l'INRA d'Avignon, sur la relocalisation de la nourriture autour des villes et comment nourrir la ville, les collectivités et aussi chez les particuliers. Et je trouve qu'ils ont un vrai intérêt, ils ont bien compris qu'on allait avoir des problèmes d'alimentation dans pas longtemps. Et ça, c'est des chercheurs qui n'ont pas une grande, parce que ça fait pas, comme les biotechnologies, ça fait chic, tu vois, mais ça, par contre, il y a des vrais chercheurs qui s'en occupent et ceux-là, on les soutient. Alors, c'est pour vous dire aussi que l'agriculture, on les a mis, alors, nous, on est déjà initiateurs de la campagne glyphosate dont je vais vous expliquer le sens. On n'est pas contre les agriculteurs. Moi, je suis issu d'une famille de tout petits agriculteurs d'à côté de Cavaillon, Cheval Blanc. Je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vachement difficile comme métier. C'est le système agricole sur lequel on est contre. Et effectivement, on a un grand ennemi qui a été la FNSEA, parce que cette FNSEA, elle a redonné à la fois de la visibilité aux paysans, et ça c'était bien, parce qu'on les a traités de cutéreux et de rien du tout. Et ça, c'était quelque chose que je trouve qui a été bien pour la FNSEA, sauf qu'ils se trompent complètement de système et qui soutiennent le système de cette révolution verte qui maintenant est de l'après-guerre et nom de Dieu, peut-être qu'à l'après-guerre, c'était à l'après-guerre, mais aujourd'hui on a bien vu où ça nous mène. Ça nous mène sous une dépendance et c'est pas vivable ce système, ni pour eux, ils sont en train de crever sous les dettes, sous un tas de trucs, les autres ils vivent avec des RSA et essaient de rembourser leurs dettes, ni pour nous, ni au niveau sanitaire, ni rien du tout. Donc ce qu'on veut, nous, c'est obliger l'État à soutenir les paysans, et là on se comprend pas avec la FNSEA, nous c'est juste que eux ils enclenchent derrière nous, puisque nous on veut du bon, qui viennent derrière nous, ils disent voilà les consommateurs ils veulent ça, aidez-nous à changer. Eh bien, il n'y a pas moyen. Ils te disent toujours, ah, mais les autres, ils ont droit à tel pesticide et nous, non. Ben, putain, interdis-les aux autres, les pesticides, au lieu de demander les mêmes. Et donc, le sens de la campagne glyphosate, il faut que vous compreniez ce que c'est. C'est pas juste le glyphosate. On a pris le glyphosate, pourquoi? Parce qu'il y avait le renouvellement du glyphosate. Que tout le monde connaît le glyphosate. Qu'on sait les industriels qui les ont mis sur le marché au départ. Et qu'on sait toute la magouille qu'il y a eu. Ce qu'on a demandé, à partir d'une action des faucheurs volontaires qui ont dénoncé, tagué des bidons de glyphosate, c'est on a demandé de tout réviser, la réglementation des pesticides et les autorisations de mise sur le marché. Figurez-vous que quand vous achetez du Roundup, le produit qui a été testé, c'est le glyphosate, le produit de base. Or, c'est comme pour les vaccins, si tu mets rien à côté, l'efficacité, elle est de 30%. Donc tous les produits qui sont vendus avec... et qui font que ce produit-là est très efficace, eh bien on ne les teste pas. Voilà où on en est, au siècle où on en est, avec les produits technologiques qu'il y a et tout ce qu'on veut, voilà. Voilà où on en est pour... Donc le produit qui est vendu, c'est pas celui qui est évalué. Donc c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des choses qui sont gravissimes. Ils ont enlevé du marché des produits où ils se sont aperçus que les coformulants étaient 1000 fois plus toxiques que le produit de base. Et jamais personne n'y a foutu son nez dedans, parce que Monsanto... et ceux qui le fabriquent disent « Ah mais non, le produit à chercher, c'est le glyphosate. » Oui, c'est le glyphosate, certes, c'est une merde, mais le reste aussi, c'est une grosse merde, voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur l'évaluation scientifique.
Voilà comment vous êtes protégés par vos agences sanitaires. Et c'est ça. Donc le glyphosate, c'est le fer de lance. C'est le fer de lance sur toute la réévaluation et toute la question des pesticides et le changement qu'on veut. C'est pas le produit, bien sûr qu'il y en a des pires. Mais celui-là, entre autres, tous nos prélèvements sont positifs. Parce que les tests qu'on a choisis ont des seuils assez bas. Tout le monde en a, même ceux qui se croyaient protégés jusqu'à l'instant. Et ça, personne ne sait nous l'expliquer pourquoi. Hein? Donc c'est pas normal. Voilà. Donc cette agriculture paysanne, elle est là, il faut la protéger et il faut pousser les autres à coups de pied au cul s'il faut, jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre qu'on est leurs amis parce que, comme j'ai toujours dit, les plus importants, c'est les paysans. Sans eux, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, on n'est rien. Donc voilà, je veux dire, c'est eux qui ont en gestion les paysages, l'eau, la terre et notre santé, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Mais ils n'ont pas encore compris et ils sont toujours de ce modèle. Et dès qu'on dit quelque chose, ils se sentent accusés. Moi, j'en ai marre de ce discours. Pourtant, c'est tout le discours qu'on tient, c'est le contraire. On veut les sortir de ce système et surtout au niveau de l'éducation, quoi. Bon, ça commence à venir, mais c'est un peu long, quoi. Juste un petit point concernant les terres agricoles. Il y en a très peu de terres agricoles aujourd'hui. S'il y a des actions à mener aujourd'hui, que ce soit par les Gilets jaunes ou toutes les associations qui fonctionnent autour de ces préoccupations des problèmes alimentaires, c'est de maintenir des terres agricoles autour des communes. C'est indispensable. Aujourd'hui, les terres sont malades par les productions aujourd'hui liées à la chimie. Il faudra beaucoup de temps pour réparer ça, il faut le savoir. Les paysans qui sont en bio aujourd'hui ont trouvé une énergie pour défendre sur des petits espaces des moyens de production relativement élevés parce qu'ils ont remis des haies, ils ont reconsidéré que les plantes avec des semences adaptées à leur terre est hyper nécessaire à la vitalité de ces petites structures. Et donc l'agriculture paysanne aujourd'hui demande, et depuis longtemps, l'aide des citoyens. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Sauve qui poule, réseau des AMAP et... Alors, on a le travail. Alors, Sauve qui poule, ça c'est petits citoyens quand même. Il faut savoir que nous, on n'est rien du tout. Hein. Mais on a monté une association nationale qui s'appelle l'ANAFIC. On va l'inaugurer à Paris le 10 octobre. L'ANAFIC, c'est l'Association nationale d'aviculture familiale, indépendante et citoyenne. C'est un scoop parce c'est la première fois qu'on met des syndicats, la Confédération qui a vraiment fait un travail énorme et nous lui tirons un grand chapeau, mais c'est chez eux qu'on trouve les producteurs. Un petit peu le MODEF aussi. On met tous les paysans, bio et non bio pour les coups, mais qui sont dans des petites fermes, et les citoyens, à travers le mouvement interrégional des AMAP. Mais on appelle à tous les citoyens, qu'ils soient en AMAP ou pas, à partir du moment où ils mangent, où ils pensent et où ils ont envie d'agir, de venir nous rejoindre. Merci à vous. ANAFIC. Juste un petit point timing, il nous reste un petit quart d'heure. On va continuer sur les thématiques qui arrivent et puis à la fin je ferai un petit point. Il y a eu beaucoup de pistes, donc ce sera bien de pouvoir vous livrer ça. Bon, très bien, j'ai entendu tout ce qu'on a dit, c'est intéressant, il n'y a pas de doute. Je pense qu'on va recentrer un petit peu le débat. Gilets jaunes, gilets verts, je pense qu'on a tous le même combat, déjà. De toute façon, il n'y a bientôt plus assez de graines, il y a 75% des graines qui ont disparu. Donc, de toute manière, l'agriculture, bientôt, elle sera stigmatisée. On mangera ce que les industriels veulent bien. Donc, je crois que le combat pour tous est le même, en fait. C'est les industriels, on l'a bien compris, si j'ai bien pigé le truc, Monsanto, les gros, et pas que, Total, ainsi de suite, pour résumer. Et je pense aussi que c'est le gouvernement, parce que le gouvernement joue le jeu de ça. Donc gilets jaunes, gilets verts, en fait on est tous dans la même bataille, il n'y a pas une histoire de gilet, on est tous des citoyens et il va peut-être falloir qu'on se réveille. Et il faut surtout en parler autour de nous parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc il va falloir qu'on soit plus nombreux, qu'on bouge et il va falloir qu'on bouge maintenant. Parce que je pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera trop tard, ça sera fini quoi. Bientôt on sera tous stigmatisés et de toute manière on mangera ce qu'ils veulent bien. Donc la bataille gilets jaunes, gilets verts, c'est citoyens avant tout quoi. Voilà, j'en ai pas plus à dire, je vous laisse terminer. Merci. Je vais essayer de faire court. Je voulais juste revenir par rapport à tout ce qui a été dit. Évidemment, voilà, on a plein de combats différents en fonction de nos professions. Si on est agriculteur, on est plus sensible au projet des agriculteurs. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de comprendre que voilà, qu'on soit gilet vert, donc comme on dit, ou gilet jaune, il me semble qu'il y a une proposition centrale qui s'appelle le RIC,
le référendum d'initiative citoyenne. Et cette chose-là, si on arrive à l'inscrire dans la Constitution, il y aura plus besoin de, de chacun mener notre combat dans notre coin, parce que ça permettra de donner la parole à l'ensemble des citoyens. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est ça qui fait le plus peur aussi au gouvernement. C'est la démocratie directe, tout simplement. Le jour où on a ça, il n'y a plus de revendications à avoir. On peut faire tout ce qu'on veut, tous ensemble. Et je pense que même si on n'est pas agriculteur, on sera tous sensibles aux problèmes des agriculteurs. Et de toute façon, Gilets jaunes, on n'est pas bêtes. On vit sur la même planète que vous. Donc bien sûr qu'on est sensible à l'écologie. On sait qu'on va tous mourir si on ne change pas quelque chose très rapidement. Moi j'ai 19 ans, on m'explique que je suis né sur une planète sur laquelle j'aurais peut-être même pas le temps de travailler. Et je mourrai peut-être dans 20 ans si rien n'est fait. Donc voilà, l'important je pense que c'est le RIC et que tout le monde prenne part à tous les combats ensemble pour changer tout ça et faire tout ce qu'on a besoin de faire pour vivre dans une bonne société. Juste une petite information, la voiture BZ 687 FR, une polo grise, bloque l'entrée des bateaux. Apparemment c'est assez urgent. Génial, merci. Je vais faire un petit récap comme ça on va pouvoir voir dans la dizaine de minutes qui nous reste ce qu'on a envie d'aborder. On est parti à la base d'un constat qui est en fait on a quand même tous les mêmes problèmes, les mêmes cibles. Les acteurs du néolibéralisme et du capitalisme. Et donc en fait à partir de là, on a des combats à mener. Donc ces combats, il y en a eu plusieurs qui ont été cités. Il y a eu le combat donc pour l'agriculture. Je voudrais parler d'un outil. On nous a parlé du lobbying citoyen. Il y a une pression citoyenne en ce moment assez forte vis-à-vis du glyphosate par rapport au maire de Langouette, Daniel Cueff, qui a pris un arrêté, vous avez sûrement entendu parler dans sa ville en Bretagne, contre le glyphosate. Et en fait, il y a un certain nombre de mairies qui ont emboîté le pas. Donc là, on en est à peu près 60 villes qui ont interdit l'épandage de glyphosate à plus de 150 mètres, etc. Donc mesure que le gouvernement ensuite a voulu reprendre à son compte, mais alors avec des limitations qui n'étaient pas du tout celles dont on avait besoin. Tout ça pour dire que le lobbying citoyen, ça marche. Il y a des associations comme le CTC et la CLIC qui font ça. Donc si on n'a pas énormément de temps, en fait on peut juste tous ensemble se mobiliser en envoyant une lettre à notre maire ou à notre député pour en fait faire pression pour les sujets qui nous importent. Il y a ensuite un combat médiatique dont on a parlé avec certains médias qui sont représentés ici, donc n'hésitez pas à faire le tour. On a aussi parlé du combat pour les municipales et dans ce cadre-là, je voudrais revenir sur le pacte pour la transition parce qu'on a aujourd'hui évoqué des sujets comme la défense des terres agricoles, mais aussi l'eau, mais aussi le foncier. Et en fait, toutes ces thématiques, c'est des thématiques qui existent dans les 32 mesures pour le pacte pour la transition et qui sont défendues au niveau français, mais aussi international. Donc il y a des vrais enjeux de convergence pour le coup. Qui figurent dans ce pacte et qui va être soutenu par certaines listes au municipal. Donc on nous a parlé de l'écriture commune de programmes, notamment à Avignon. Et puis j'aimerais aussi dire, on n'en a pas parlé, mais en fait ADP, c'est quand même un combat qui nous lie. Là vous pouvez signer dans les stands, donc n'hésitez pas à vous balader dans les allées. Et enfin, un des combats dont on a parlé en creux, c'est la lutte contre la répression policière. Donc il y avait Anti-Rep tout à l'heure qui est de Nîmes, qui est venu nous parler de ce qu'ils font. Il en existe un peu partout. Donc en fait, c'est des collectifs de citoyens et d'avocats qui luttent ensemble pour la préservation de notre droit de manifester et donc en fait contre la violence policière. En mettant en place des cagnottes participatives, en permettant de comprendre comment est-ce que ça se passe quand on est en garde à vue. Voilà, donc et en faisant en sorte qu'on ait une défense gratuite ou peu coûteuse. Et enfin, ce qu'on s'est dit, c'est comment on converge en fait. Donc on nous a donné quelques outils. Quelqu'un nous a parlé de la charte des convergences.
On nous a parlé de Riku. On nous a parlé de la ligne jaune, des assemblées citoyennes. Et puis j'aimerais aussi parler d'un outil qui est ce que je fais un petit peu là, mais pas vraiment parce que c'est vous qui faites tout le travail, mais c'est la facilitation. Il y a un vrai enjeu dans l'inter-orga à faire en sorte que on se retrouve pas tous à se regarder dans le blanc des yeux et qu'il y en ait 3 qui participent pendant une discussion, mais en fait à ce qu'on puisse bien tous prendre la parole et arriver à des résultats concrets, en tout cas à nourrir nos objectifs. Et tout ça, c'est l'objet de la facilitation. Donc je vous engage à regarder un peu plus ce que c'est ou à suivre des formations. C'est pas très long, mais c'est très efficace. Il nous reste encore 10 minutes, 9. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez aborder après Azelma? Désolée, je fais... Mais montez, venez parler. Je voulais juste revenir à cette histoire de distance de sécurité entre les habitations et les champs de pesticides. Ça peut paraître un détail, mais en fait pas du tout, c'est symptomatique de la communication du gouvernement, c'est-à-dire qu'on détourne le problème avec un faux débat, parce que 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres, oui, on va peut-être recevoir la pluie un peu plus tard, mais en fait c'est volatile les pesticides. Donc la vraie question c'est d'interdire les pesticides. Donc oui, on peut faire pression sur les maires pour qu'ils prennent des arrêtés, mais qu'ils prennent des arrêtés pour les interdire. Ouais, je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec ça, et justement, on en a peut-être pas parlé là depuis le début, mais j'en discutais tout à l'heure avec une dame, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les conférences. Ce sont des initiatives qui visent à avoir plus d'autonomie, parce qu'au-delà du fait qu'on dérange, qu'on fasse peur, et que on essaye de faire un peu taire tout ça et d'étouffer un peu le mouvement et toutes les initiatives qui en découlent par la non-communication réelle sur ce qui se passe, c'est qu'à côté de ça, les initiatives personnelles des gens sont aussi étouffées. Quand j'ai lancé ma pétition sur la taxe carbone et les carburants, j'ai trouvé toute une flopée de gens qui avaient déjà travaillé sur des carburants alternatifs, qui l'utilisent déjà à leur échelle, que ce soit à l'échelle d'une petite société ou à l'échelle pour la consommation personnelle. Et lorsqu'on a rencontré le ministre, on lui a dit mais pourquoi vous aidez pas ces projets à avoir le jour, pourquoi vous les accompagnez pas, pourquoi vous faites pas en sorte que les gens puissent consommer différemment, puisque soi-disant vous nous accompagnez dans une transition. Et justement, je pense que ce qui leur fait peur aussi, c'est que les gens soient de plus en plus autonomes et n'aient plus besoin d'aller consommer certains produits, et qu'ils les fabriquent eux-mêmes et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent les créer, les utiliser et s'autosuffire, si ça se dit comme ça. Donc, et que ce soit pour le carburant ou pour d'autres choses. Après, il y a des gens qui ont créé, des groupes de gilets jaunes qui ont créé la page Nourrissez les gilets jaunes, et qui ont des jardins partagés un peu partout et qui commencent à se propager aussi. Il y a beaucoup de gens qu'on retrouve dans les conférences de gilets jaunes qui parlent de création de monnaie, de monnaie qui se rattache plus à la valeur humaine et non pas à tout ce qui est consommation pure. Et du coup, je pense que tout ça, le fait aussi de ne pas savoir que ça existe, on ne se greffe pas à ces projets puisqu'on ne connaît pas l'existence de ces projets-là. Et ce sont des choses qui, à mon avis, contribuent à déranger fortement, puisque plus on sera autonome, plus ils seront obligés de tourner les yeux vers nous, et plus ils se sentiront en danger, je pense. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais, parce que tu parlais du pacte pour la transition qui est porté par le collectif pour la transition citoyenne au niveau national, mais il y a aussi Alternative Territoriale, qui est une campagne lancée par Alternativa, donc avec le plan climat, aéro, territoire. Et juste un dernier petit mot, et puis après je laisse passer le micro, parce qu'on parlait de municipalisme et de convergence. Et tout à l'heure, une dame nous parlait d'une liste citoyenne, Avignon écologique et solidaire. Et il y a d'autres listes citoyennes qui sont en train de se monter sur Avignon en commun. Alors pourquoi ne pas unir nos forces, tout simplement? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, pour rebondir justement sur les sujets de convergence, un écueil qui est fait souvent, c'est que les personnes qui disent converger, souvent sous-entendent converger derrière mon drapeau. Voilà, donc des fois ça plaît pas beaucoup. On dit converger, mais suivez-moi. Donc bon, ce qui est intéressant chez les Gilets jaunes, c'est que on est le mouvement le plus divers, je pense, qui ait jamais existé. En mouvement populaire, on a absolument de tout à l'intérieur. Et on a un mouvement qui est très jeune, et on a donc là on va souffler notre première bougie bientôt. Et s'il y a un truc, je pense qu'on a bien appris, c'est que on s'en fout d'être d'accord sur tout. On n'a pas besoin d'être d'accord absolument sur tout.
On a besoin de savoir clairement où est-ce qu'on veut aller pour que ça aille déjà un petit peu mieux. Quels sont, entre guillemets, les adversaires, que ce soit des personnes ou que ce soit des systèmes. Souvent, c'est pas des personnes. Souvent, c'est juste déjà comme ça depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ça? Alors, là, je le dis, je le redirai demain, mais s'il y a des personnes qui ne reviennent pas demain, il y a la prochaine assemblée des assemblées des Gilets jaunes qui se tient à Montpellier le 1er, 2 et 3 novembre. Donc, voilà, il y a des groupes de Gilets jaunes, pas tous, hein, mais ceux qui veulent, ils peuvent envoyer des gens pour travailler sur différentes thématiques, voir ce qu'il en ressort. Ça dure 3 jours. Moi, j'en ai déjà fait, c'est assez intéressant. Et une des thématiques, justement, c'est comment travailler concrètement avec les autres mouvements. Et dans ce cadre-là, on est en train de réfléchir, moi je fais partie de l'équipe organisatrice, à justement peut-être inviter des personnes qui viennent d'autres mouvements et qui ont envie de travailler avec nous. Ça ne veut pas dire suivez-nous, mettez votre gilet. Ça veut dire à des dates précises, sur des actions précises, sur des revendications précises, on peut se prêter main forte. Et si on arrive à tous mettre nos réseaux en commun et à les rendre visibles, c'est surtout ça en fait. Les gilets jaunes, à la base c'est des invisibles et le gilet il est fluo justement pour qu'on les voit. Et ben il faut qu'on continue comme ça, il faut qu'on arrive, que ce soit par le biais de plateformes, par le biais de médias, par le biais de rencontres comme aujourd'hui, à être le plus visible possible pour toucher la population, pour que les gens soient informés, qu'ils puissent nous rejoindre et qu'ils puissent agir concrètement au quotidien dans la diversité des actions. On n'est pas là pour choisir un mode d'action. On est là pour dire, il y a 1 million de choses qui se font, on choisit ce qu'on fait et on y va et ce sera déjà bien. Voilà. Merci. Il nous reste 3 minutes, il y a une... Ah oui. Non, bah alors non. Alors attends, est-ce que... Bah attends, parce que tu filmes depuis tout à l'heure, mais en fait on va te demander... Ok. Tu peux nous dire, si on veut regarder la vidéo, comment on fait et comment tu t'appelles, quel média tu représentes? Ok, c'est Vécu, le média du gilet jaune là pour le coup, et moi c'est Gabin. Eh ben super, merci Gabin. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à regarder la vidéo parce qu'il y a eu énormément d'infos. Oui. Et puis voilà, et puis bonne soirée. À 20h30, attendez, parce que je vais me faire engueuler si je le dis pas. À 20h30, c'est un concert. Je ne sais pas. Et puis voilà, demain ça continue. Plein de débats, plein d'ateliers. Vous avez tout le programme là-bas. Et puis ravi. Moi c'est Elena. Et puis à bientôt. Bravo. Bon, donc comme vous avez compris, la journée est terminée. Donc vous savez que on a organisé la possibilité de manger ce soir ici. Bon, bah j'espère que ça vous a intéressé, tous ces échanges, c'était plutôt intéressant je trouve. Pas mal de choses qui se sont dites. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je serai là demain matin, normalement, donc voilà, on suivra ce qui se passe ici demain matin. Et puis, voilà, je vous embrasse tous, ciao, bonne soirée.